Bonjour chers amis, bonsoir. Nous sommes sur la voie de la voix et permettez-moi de faire cette intrusion chez vous. Nous avons un sujet avec notre invité ce soir qui va parler ou qui pose la question: qui es-tu face au monde? Et permettez-moi de faire entrer tout de suite notre invité, s'il vous plaît, parce que cela est très important. Un instant. Prenez place chez vous, prenez place chez vous. C'est un grand moment. Nadine, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, je suis... Alors, merci. Alors, j'aime bien. Attendez, je sais pas, Non, dans l'autre je sais sens, pas, s'il vous plaît. Dans l'autre sens. dans l'autre sens. Plutôt horizontal. Oui, c'est parfait comme ça. Vertical plutôt, je dirais. Sorry. Alors, comme ça, vertical? Oui, c'est ça. Ok. Je suis désolé, c'est un peu particulier sur Instagram. Oui, oui. Euh, Je suis juste en train de jouer avec mon tripod. Voilà. Parce que, alors, impossible n'est pas femme. C'est ça. Impossible n'est pas femme. Merci beaucoup d'avoir accepté vraiment de nous parler. Je sais que vous êtes une femme très prise, et aussi c'est l'intérêt justement de porter l'attention sur votre personnalité et votre charisme, votre justement ce multiple talent, mais particulièrement la pertinence à la question qui nous emmène ce soir de partager qui es-tu face au monde? Qui est euh, Nadine Hagen? Merci Aristide. Je dis merci à cette opportunité parce que se laisser découvrir, c'est commencer à répondre à la question qui es-tu? Alors, qui suis-je? Je dirais que je suis une avocate. En anglais, on dit I'm a community advocate. Je suis celle qui se place aujourd'hui pour défendre la cause des entrepreneurs Mhm. africains, des mamans qui se battent tous les jours pour un avenir meilleur pour leurs enfants, des sœurs, des tantes. Je suis celle qui aujourd'hui est la voix de ceux qui ne pourront jamais parler. Il y a My des God. personnes qui sont qui sont décédés sous des coups, qui sont décédés parce que c'est la guerre, parce que c'est la famine, parce que Nadine Hagen en cours est celle qui porte très haut la voix de ceux qui ne pourront jamais parler. Ça, c'est globalement. Sinon, Nadine Hagen est une experte en images et en développement communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aide les leaders à découvrir la carnation de leur peau, apporter les bonnes couleurs lorsqu'ils sont fatigués. Comme moi, aujourd'hui, je reviens du travail, apporter des couleurs qui me donnent un peu de fraîcheur afin que ceux qui me regardent aient vraiment beaucoup de joie à me regarder. J'accompagne les leaders à comprendre leur leadership, où est-ce qu'ils doivent intervenir, qui nous sommes. Quand vous voyez un acteur, quand vous voyez un médecin, quand vous voyez un pompier, vous le découvrez, vous savez qui il est au travers de sa tenue. Aujourd'hui, je dis aux entrepreneurs et aux hommes et aux femmes en général qu'on vous découvre avec votre image. Votre image explique qui vous êtes avant même que vous ne répondez à la question je suis tel, je suis tel. Vraiment, comme ça, vous allez découvrir qui est Nadine Hagen tout à l'heure. Merci pour cette introduction. Je voulais juste relever un petit point technique. On entend votre son un petit peu robotisé. Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que euh, parce qu'on vous entendait un petit peu, je ne sais pas si c'est la connexion, je ne sais pas si c'est est-ce que vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter? Peut-être que ça va actualiser.
Ça va s'actualiser. Vous m'entendez bien? Dites-nous si Oui, moi, alors vous avez Parfait. l'impression que mon micro est fermé, c'est ça? Non, en fait, effectivement, ça fait comme un peu robotisé. Oh, wow. Est-ce qu'on Mais m'entend mieux? Est-ce qu'on c'est m'entend mieux? parfait. C'est Ça va parfait. mieux? Merci beaucoup. Merci, merci encore. Pour ceux qui se connectent, j'ai envie de vous dire bonsoir. Vous êtes au bel endroit. Vous avez fait le meilleur choix de vous connecter. Notre invité, c'est donner l'introduction de dire qu'elle est une femme qui porte la voix pour les entrepreneurs. Particulièrement, elle a commencé par les femmes. Allez savoir pourquoi, mais c'est la norme. En principe, quand une femme parle, les hommes doivent se taire pour pouvoir entendre ce que la femme a à dire. Euh, Pas seulement entendre, mais comprendre. Et la question qui nous emmène ce soir à pouvoir échanger avec cette intervenante de calibre, moi je la surnomme ainsi, c'est que nous devons savoir qui nous sommes. Et j'ai cru entendre dans son introduction qu'elle a parlé d'identité en rapport avec la peau. Nadine, j'ai envie de vous poser cette première question. Pourquoi vous faites référence à l'identité de la couleur? Je parle de l'identité avec la couleur parce que il nous arrive souvent, nous qui sommes nés en Afrique et qui avons cette carnation de peau noire, il nous arrive d'oublier que nous n'avons pas à nous définir. Hum, Nous ne pouvons pas, parce que nous avons un passeport britannique, anglais, canadien, ou que parce que nous avons un bon job en Europe, cela changerait notre identité. hum. Nous vivons, nous en diaspora, ou alors les autres en Afrique, vivent dans un environnement où ils n'ont pas besoin de se définir. Parce que lorsqu'on les voit, on sait d'où ils viennent. Sauf que, ceux qui nous voient et prennent le mot identité en général en nous définissant comme des personnes noires. Ce que ces personnes ne savent pas, c'est que nous sommes différents, malgré notre peau noire qui nous rend uniques. Mais nous sommes différents dans notre couleur. Quand on parle d'identité, on identifie les gens avec les gestes, on identifie les gens au travers d'une culture, au travers de ce qu'ils mangent, au travers de leurs vêtements. Aujourd'hui, portons ce vêtement comme ça. Ben, quand on voit les gens habillés comme ça, on dit que ce sont des Africains parce qu'ils ont porté le pagne. Mais le pagne ne vient pas d'Afrique. Les, les, les dessins du pagne viennent d'Afrique, mais le pagne lui-même ne vient pas d'Afrique, si on peut parler comme ça. Alors, je vais revenir. La définition de l'identité de l'Africain restera lorsque l'Africain comprendra qu'il a une carte géographique qui le définit. Qu'est-ce qui définit l'Africain? C'est sa nourriture, ce sont ses cultures, ce sont ses valeurs. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à vouloir changer de couleur parce que nous pensons que l'autre couleur est meilleure. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à changer. Certains comportements sont très bien parce qu'il faut se comporter selon là où on est. Mais on ne peut pas changer parce que même lorsqu'on change, l'autre ne nous voit pas comme on a changé. Il nous voit comme nous sommes. Nadine, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Donc, si je comprends bien, vous dites que cela ne sert à rien de changer sa perception identitaire parce que nous venons d'Afrique. Mais il y a des Noirs qui viennent des États-Unis. Et quand on voit ces deux Noirs, sans avoir à ouvrir la bouche, qu'est-ce que, par exemple, l'individu qui est en face perçoit? C'est ce que vous êtes en train de nous signifier. Mais ce qui va différencier entre
le black, excusez-moi l'expression, le noir africain et le noir américain, c'est leur façon de pouvoir s'exprimer. C'est leurs valeurs qui vont représenter, ou tout simplement la présentation de leur identité documentaire. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non. Ce que je vous dis, c'est que parce que nous avons la couleur noire, il n'y a que nous-mêmes pour nous donner de la valeur. Personne ne nous donnera de la valeur parce que nous sommes classifiés quelque part. On nous a déjà mis dans un cadre sans savoir que nous sommes différents. Quand on voit, si quelqu'un rentre dans une pièce et il voit des gens de couleur, d'accord? Lorsque je fais des conférences en Afrique, je dis que si quelqu'un rentre dans cette pièce aujourd'hui, il ne saura jamais que je suis du Cameroun, que les femmes qui sont dans cette conférence viennent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo. Il ne saura pas ça. Il définira une chose, des femmes noires. My God. Dans ces femmes noires, est-ce qu'il y en a celles qui ont passé le CEP et d'autres qui ont un doctorat? Ça, il ne sait pas. Il a vu des femmes noires. C'est la première définition. Yeah. Donc, si nous acceptons que nous sommes des personnes noires et qu'il n'y a que nous-mêmes pour nous donner de la valeur et nous-mêmes pour trouver les places pour nous, parce que personne ne nous donnera la place si nous ne nous battons pas à nous trouver une place, pas en étant européen, mais en étant une personne noire qui a étudié, qui sait lire, qui sait se comporter. Parce que nous ne pouvons pas changer notre couleur. Nous sommes comme ça. Et lorsqu'on nous voit, on nous place quelque part. Et nous devons nous battre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la société actuelle permet de pouvoir briser cette question identitaire? Mais à la fois, on nous ramène à cette identité d'homme noir venant ou immigrant des pays pauvres. Je pose deux questions en une. Alors, moi, je vous explique. Ça fait 25 ans que je vis en Angleterre. D'accord? Ça fait 25 ans que je vis en Angleterre et que je fais un travail noble. Je suis une enseignante. D'accord? Mais il faut savoir que, à mon lieu de travail, il y a des personnes en Angleterre qu'on appelle de souches minoritaires. Et dans ça, on va mettre toutes les personnes qui ne sont pas britanniques blancs ou alors anglais. D'accord? Alors, on va classer les ethnies minorities, les ethnies minoritaires. Il va y avoir des Indiens dedans, il va y avoir même les autres, je sais pas, toutes les autres races qui ne sont pas anglaises. Alors, moi, avec le regard que je regarde à la société, je me suis rendu compte que il y a même des moments où nous sommes deux noirs, mais ma position de naissance en tant que noir né en Afrique me différencie même du noir qui est né en Europe ou alors du noir qui est lui jamaïcain. Alors, ce qui nous différencie, c'est comment est-ce que nous nous sommes battus à arriver à un certain niveau. L'Africain noir, lorsqu'il est à un poste bas, c'est-à-dire qu'il est plus encore considéré comme Africain noir parce qu'il n'est pas arrivé là-bas. Les deux races, quand on va voir un Jamaïcain et qu'on va voir un Africain, un noir mais africain, nous allons voir que l'Européen, de ce que j'ai vu et de ce que je vois tous les jours, a tendance à donner une meilleure
considération à l'autre noir qui lui est positionné géographiquement en Europe ou en Amérique ou dans les îles d'ici. Et pourquoi? Tout simplement parce que il y a une façon de croire que l'autre, parce qu'il est géographiquement posé ici, il est meilleur que l'Africain noir. On a souvent l'impression que l'Africain noir, c'est l'homme brut, c'est l'homme pauvre, c'est l'homme illettré, il ne sait pas grand-chose. Or, moi, ce que je remarque à mon lieu de travail, c'est ceux dont Jamaïcains là, donc, il leur arrive des moments où ils n'écrivent pas l'anglais que moi j'écris. Mais ils ont beaucoup plus de pouvoir tout simplement parce que géographiquement, ils sont posés ici, dans les îles. Cependant, quand on va avoir, si je peux appeler ça comme ça, une discrimination de race ou une position ou un jugement, on peut nous placer dans le même box. Encore tout simplement parce que quand on nous regarde de prime abord, on ne peut pas savoir si nous sommes de la Jamaïque ou si nous sommes d'Afrique. On voit des personnes noires. C'est après avoir parlé avec nous, après avoir découvert notre nom, après avoir découvert nos familles et tout ce que nous sommes, qu'on peut donc différencier. C'est pour ça que je dis que, ayant vu des personnes noires, sans leur poser la question d'où vous venez, nous sommes tous pareils. Américains noirs, Africains noirs, nous sommes tous pareils, aux yeux de l'étranger. Nadine, j'entends tout cela. Mais aujourd'hui, la question se pose sur l'origine, l'identité et, on va dire, l'implémentation dans la société, quelle que soit la société. Mais parlons de cette société où vous êtes, vous et moi. On est dans une société américaine, on est dans une société européenne, anglo-saxon, parce que effectivement, il y a eu un leadership. La question maintenant de la race, parce qu'on est sur la question identitaire raciale. Aujourd'hui, on voit la plupart de nos frères et de nos sœurs se dire qu'il est nécessaire que je change ma peau, parce que c'est beaucoup plus intéressant que je ressemble à l'environnement où je suis, ou peut-être même en Afrique, parce que c'est tendance. On va plus me regarder, on va plus m'apprécier, on va plus s'intéresser à moi, parce que j'ai une couleur de peau différente de celle que j'avais à l'origine, pour celles qui se déteignent la peau. Pourquoi ce refus identitaire? Est-ce que c'est par la pression du leadership mondial? Est-ce que c'est la perte réelle individuelle de la personnalité et raciale de les valeurs ancestrales? Ou c'est parce qu'il y a l'histoire aussi qui y joue un impact? Aristide, j'aurais tellement aimé que ma fille puisse faire cette interview sur cette question. Parce que ma fille, quand elle a fait sa licence, elle a voulu écrire sur, lorsque vous voyez on va les appeler les stars, hein, on va les appeler les stars, ou même on va regarder banalement lorsque les gens font les clips. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent mettre les filles métissées, les blanches dans leurs clips? Pourquoi est-ce que c'est toujours privilégié de mettre la fille pour... Mais regardez, observons maintenant les clips, on va voir. Les filles qu'on met dedans, elles ont les cheveux longs, elles ont la peau claire. Pourquoi ce choix? Et ma fille, elle avait voulu écrire quelque chose sur la réussite et le teint et la carnation de notre peau. Yeah. Elle avait voulu écrire, bref. Après, elle a changé, elle a fait une autre dissertation. D'accord? Du coup, il y a un vrai problème avec l'acceptation. L'acceptation. Alors, je ne sais pas si nous sommes vraiment en train de sortir du sujet ou c'est vraiment ce que tu veux qu'on partage, mais nous aujourd'hui, ce que moi je vois, j'ai l'impression
aujourd'hui que le problème de la couleur de notre peau, et c'est pour ça, je vais dire les choses comme je les vois. Alors, je suis dans le Made in Africa, je suis dans le business du Made in Africa. Yeah. Aristide, lorsque vous proposez aux femmes des produits bio, naturels, ok, vous avez très peu de clients. Vous avez beaucoup plus de clients des femmes euh, qui achètent les produits qui vont éclaircir votre peau. D'accord? D'accord. Voilà. Et lorsque vous vendez du beurre de karité, que du beurre de karité ou que quoi, on dit, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Et nous, aujourd'hui, nous, aujourd'hui, qui sommes en train de repartir. Alors, Aristide, vous allez voir, lorsque je suis partie en Afrique récemment, j'ai voulu ressembler à mes sœurs. Je ne veux pas venir parler Made in Africa et j'ai une perruque. All right. D'accord? Je OK. suis partie en Afrique et je me suis fait des tresses parce que je ne peux pas parler Made in Africa et j'ai une perruque. Où sont mes cheveux? OK. OK. Aujourd'hui, nous avons perdu un jour. Je pense que j'ai fait un post qui dit que le leadership, c'est aussi l'acceptation de qui on est. J'avais donc enlevé tout et j'ai porté qu'un foulard avec mes vrais cheveux. Accepter qui nous sommes avec nos cheveux crépus, ce qui est notre vraie beauté, parce que l'autre, les perruques, parce que je sais que les gens vont m'attaquer, ils vont dire, oh, Nadine Hagen a dit, je ne suis pas non, je remettrai la perruque parce que, bon, nous sommes dans une société avec tout ce que ça fait, où nous sommes aujourd'hui presque obligés de porter cela. Mais je vous dis que tout le monde qui me voit va préférer cette Nadine Hagen avec mes vrais cheveux africains. Mais pas, en fait, pas l'autre femme qui est claire avec des cheveux. Nous sommes faux et nous marchons tous les jours. On se ment à nous et on ment à tout le monde. Oh my God. En fait, c'est l'expression que j'attendais. Et on peut faire toutes les belles phrases qu'on veut. Est-ce qu'on se ment ou est-ce que on est véritable? La réalité de la perte d'identité, c'est quoi? C'est là toute la question. Qui nous sommes? Qui nous sommes chez nous? Qui nous sommes face aux gens qui sont nos collègues, qui ont la différence culturelle? Qui nous sommes réellement? Parce qu'on parle, on voit aujourd'hui, on entend beaucoup de choses se dire, leadership, on parle de branding, on parle de papers, on parle de toutes ces choses, mais la réalité, c'est qui nous sommes. Et quand on rencontre une personne pour la première fois, on dit, comment est-ce que tu t'appelles? Là, quand on a commencé, on m'a dit, j'ai une invitée, c'est Madame Nadine Hagen. Mais qui est Nadine Hagen? Qui est Aristide? Quelles sont nos valeurs? Si nous sommes noirs, est-ce que nous sommes noirs parce que nous sommes juste noirs? Est-ce qu'on va juste regarder une personne parce qu'elle a les yeux bridés et parce qu'elle ressemble à un Chinois? Non, mais c'est qui nous sommes que nous regardons. Et la réalité, c'est qu'on a tendance à perdre toutes ces valeurs, toutes ces choses, pour ressembler à monsieur tout le monde, à madame tout le monde. On a vu ce que la société nous présente et on fonctionne avec ce que la société nous présente, au point de brider, de brader les valeurs que nous sommes, la culture que nous sommes. Mais je suis bien d'accord avec tout ce que vous me dites. Il y a des influences, et dans ces influences aujourd'hui modernes, comment est-ce en fait, la vraie question de notre échange ce soir, c'est comment est-ce qu'on se situe suite à ces influences pour refléter et pour valoriser la valeur, ou je dirais même l'intimité de qui nous sommes. Qui es-tu? Alors, Aristide, je vais vous dire. En 2021, je sors d'un gros business qui vend les compléments alimentaires qui sont essentiellement des fruits et légumes.
je sors de là parce que je découvre que ça fait longtemps que je célèbre les artisans africains, ça fait très longtemps que je fais les interviews, mais que je pense que, bref, moi j'ai pas honte de dire Dieu. Je pense que Dieu en réalité m'a dit de, 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 de m'occuper de mes frères africains. D'accord? Alors, je découvre ce business-là et je me dis, mais ce sont des fruits et légumes. Nous avons aussi les fruits et légumes en Afrique. Qu'est-ce que nous avons comme fruits et légumes en Afrique qui joueraient le même rôle que ces antioxydants? Si on nous dit que notre corps est fait à 70% d'eau, que notre corps est manipulé par des radicaux libres qui nous donnent des cancers et qui nous donnent des diabètes et qui nous donnent ces maladies qui ne sont pas transmissibles, parce que on comprend que le sida soit transmissible, mais le cancer n'est pas transmissible, le diabète n'est pas transmissible. Ce sont les maladies bêtes qui peuvent nous arriver parce que nous n'avons pas bien mangé. Alors, lorsque je vois donc ces Américains-là qui ont ces compléments alimentaires, je dis, qu'est-ce que nous avons en Afrique qui pourrait faire la même chose? On nous dit que la poudre de baobab Aristide a 6 fois plus de vitamine C qu'une orange. On nous dit que la valeur de l'antioxydant qu'il y a dans la poudre de baobab est capable de nous faire résister la grippe, c'est-à-dire que tout ce que... Bref. Alors, je me dis, je vais donc aller en Afrique et pour dire à mes frères africains que nous avons la nourriture macrobiotique. D'accord? Si Hippocrate nous dit que notre nourriture est notre médicament et que notre médicament soit notre nourriture, ça veut dire que nous, en Afrique, nous pouvons manger notre nourriture et être en bonne santé. Notre nourriture est une nourriture macrobiotique. Alors, Aristide, je vous explique un truc banal. On me dit... Un Américain me dit qu'il a fait un oméga avec des algues. D'accord? Il est allé en mer, il a pris les algues, il a fait une culture d'algues et il a cultivé les algues et il n'y a pas 5 oméga. Mais lui, il crée le 5e oméga au travers des algues. Aristide, dans mon pays, le Cameroun, il y a les algues qui sont la spiruline. Au Togo, il y a la spiruline. Au Bénin, il y a la spiruline, qui est une algue qui nettoie les métaux dans notre corps. Mais nous, si aujourd'hui je vous ramène de la spiruline qui vient d'Afrique, vous allez la regarder et vous dites que ça vient d'Afrique. Mais si la même spiruline est transportée aux États-Unis, réembouteillée, vous allez l'acheter parce que vous allez penser que c'est un produit américain. Aujourd'hui, je nous dis de repartir chez nous. En 2021, je vais donc au Bénin dire à mes frères béninois que de leur terre sont partis les esclaves, ok, qui ont construit l'Angleterre, qui ont construit la France, qui ont construit les États-Unis. Moi, aujourd'hui, fille d'Afrique, femme en diaspora, je reviens nous dire que nous avons la nourriture. On ne peut pas nous dire que nous sommes un continent qui a l'insuffisance alimentaire. C'est du mensonge. Nous avons la nourriture, nous nourrissons le monde. Il est temps aujourd'hui qu'on apprenne une méthode, et là, cette méthode, c'est quoi? C'est la déshydratation de nos produits. Lorsque nous allons faire la déshydratation de nos produits, nous allons repartir comment nos grands-parents mangeaient. Nos grands-parents, ils connaissaient les saisons. Ils savaient qu'à un moment, il ne va pas avoir ce produit. Ils le déshydrataient, ils le gardaient dans le grenier jusqu'à la prochaine saison. Est-ce qu'on peut repartir vers nos traditions? Est-ce qu'on peut repartir à comprendre comment chez nous on fait la richesse? Pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés de partir? Parce qu'on croit que la richesse est en diaspora. Pourquoi? Ce n'est pas vrai. Que les gens viennent voir comment les gens dorment dans les rues ici. Ceux qui ont pris la Méditerranée, ils sont où? Ils sont à Dova, ils sont partout, ils sont en train de dormir là où, même dans ta plus grande pauvreté en Afrique, tu ne dors pas dans les rues d'Europe. Hello, réveillons-nous. My God. Nadine, j'entends tout ce que vous me dites. Je brûle de ce que vous êtes en train de dire. J'ai fait l'expérience. On n'est pas là pour parler de moi, mais on est là pour parler avec vous parce que c'est vous notre invité. Comment est-ce que vous pourrez, je sais que vous êtes, et c'est pas
c'est pas chose facile parce que moi je l'ai expérimenté, je continue à l'expérimenter, d'autant encore avec cette émission pour pouvoir crier encore plus fort. Il y a un homme qui m'a dit, un homme à qui j'ai posé la question et j'ai dit mais pourquoi il faut de l'argent pour pouvoir faire de la politique? Il m'a dit le parti politique a besoin d'argent. Mais j'ai dit mais vous avez les valeurs. Il y a la personne qui a créé ce parti politique a donné l'essence et a montré le caractère de ses valeurs et ne s'est jamais corrompu à faire valoir ce qui est le Congrès, la démocratie et la justice, dans le terme de ce parti. Mais vous me dites qu'il faut de l'argent pour pouvoir faire avancer le parti. Mais vous avez la richesse, vous avez l'argent parce que vous avez déjà les valeurs même de ce parti. Criez simplement fort, appelez et intéressez les personnes avec les valeurs. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire notre terre est tellement riche, mais la population est intéressée par ce qui voile les yeux et est attirée à aller vers la quête d'une meilleure vie, mais au cri et à la peine de pouvoir dormir dans les rues, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait tellement de mauvais choix, c'est tellement différent dans ce qu'ils ont laissé, qu'ils sont prêts encore à brader leurs valeurs, leur race. Aristide, je vais aller quelque part. Lorsque je suis allée à l'école en Angleterre, j'ai étudié un sujet, mais qui s'appelle Community Development and Public Policy. Mais je suis restée dans la partie communauté. Communauté, ça veut dire quoi, communauté? Communauté. Aujourd'hui, je rencontre un homme qui s'appelle Aristide Bourdès. Je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, je ferai partie de la communauté d'Aristide. Pourquoi? Aristide et moi, nous sommes des personnes noires venant d'Afrique francophone, d'Afrique centrale. Ça, c'est une identité claire, précise. Aristide et moi, nous parlons français. Aristide et moi, nous sommes des personnes noires. Deuxième communauté, la communauté d'intérêt. Aristide et moi, nous partageons le même intérêt. Cet intérêt est de faire bouger les lignes en Afrique, est de faire changer les mentalités, est d'amener l'Africain à comprendre qu'il est riche, il doit juste découvrir son talent, sa passion, ce que Dieu lui a donné, son appel dans la vie. La troisième communauté, c'est la communauté géographique. Je suis en Angleterre, vous êtes au Canada. Mais aujourd'hui, cette communauté-là ne nous sépare plus parce que Internet nous rend maintenant une communauté géographique. Yeah. D'accord? Après, maintenant, il y a la communauté de foi. On peut être chrétien, on peut être musulman, on peut être bouddhiste, on peut être je ne sais pas quoi. Il va falloir qu'un être humain rentre dans ces 4 communautés-là pour chercher des personnes qui pensent comme lui, qui ont les mêmes rêves, qui ont les mêmes ambitions. Venir ensemble. Quand on parle de parti politique, on ne parle pas à tout le monde. Lorsqu'on a un projet, un parti politique, c'est un projet. Il faut aller chercher sa communauté. Moi, je fais du Made in Africa. J'ai rassemblé les hommes et les femmes, acteurs du Made in Africa, producteurs du Made in Africa, ceux qui sont intéressés par les produits Made in Africa et ceux qui consomment les produits Made in Africa. C'est une communauté qu'il faut aller chercher, qu'il faut intéresser. On ne peut pas, parce qu'on veut créer un parti politique, parler à tout le monde. Votre projet n'intéresse pas tout le monde. Il faut chercher votre communauté. Maintenant, parlons de communauté. Une autre chose que nous, lorsque nous essayons de savoir qui nous sommes appelés à faire quoi dans la communauté, dans la vie, dans la société. Il faut chercher sa communauté parce que tout le monde ne pense pas comme soi.
Tout le monde n'a pas les mêmes rêves, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. Yeah. La plupart du temps, nous nous attachons à des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont aucun projet de leur vie personnelle. Et ce que nous ne savons pas, c'est que ces personnes-là risquent alors, parce que l'être humain qui n'a pas de projet est facilement balayé par tout courant. D'accord? Si nous voulons savoir qui nous sommes, nous allons aussi savoir quel genre d'amis nous voulons avoir. Où nous voulons être, dans quel, géographiquement nous voulons nous placer où. En disant ça, j'ai envie de dire que il ne faut pas qu'on croie que c'est parce qu'on a bougé, on est venu en France, qu'on a finalement de l'ambition. Quand on était en Afrique, si on n'a pas d'ambition, quand on arrive en Europe, l'ambition ne se crée pas parce qu'on a changé géographiquement. Non. L'ambition, c'est depuis le début. C'est pour ça que vous voyez des gens, on dit Samuel Eto'o, enfant de New Bell, est devenu, parce que New Bell ne l'a pas défini. Or, aujourd'hui, notre position géographique est définie. Parlant de communauté, ce n'est pas parce que géographiquement tu habites une communauté pauvre que ton cerveau est pauvre. Qui es-tu? My God. Tu as la clé du succès de quelqu'un. Même si tu es assis dans un ghetto, tu ne peux pas t'asseoir et ne pas savoir pourquoi tu es appelé sur la terre. Qui es-tu? Le destin de quelqu'un est dans ta main. Si tu meurs, tu mourras avec le destin de quelqu'un. Tu vas refuser de changer la vie de quelqu'un si tu t'assois parce que tu as peur. Il y a des peurs, il y a au moins 7 peurs. La peur de la mort, la peur de la pauvreté, la peur d'échouer, la peur. Il y a au moins 7 peurs. Et toutes ces peurs-là, ils ont des cousins. Je dis souvent, ils ont des cousins, ils ont des neveux. Quand ils viennent vers vous, ils ne viennent pas seuls. Du coup, quand on parle de courage et de détermination, on demande à quelqu'un qui es-tu? Ben non, on ne se lève pas comme ça pour être qui es-tu. C'est pour ça que c'est très difficile de définir le qui es-tu. My God. Parce que ça demande du travail, le qui es-tu. Ça demande du travail. Nadine, ça j'entends. demande qu'on oublie la peur de qu'est-ce que mes amis diront de moi. On allait boire tous les jours. Elle ne met plus la télé, elle ne va plus là-bas, elle ne va pas là-bas parce qu'elle est concentrée à changer sa vie. Vous savez, j'aime quelque chose. Quand la Bible parle du salut, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on prend banalement, on l'entend. Aujourd'hui, il faut que les gens soient sauvés. Vous savez, c'est quoi le salut? Le salut, c'est devenir quelqu'un. Le salut, c'est qui est-ce que tu es appelé à devenir quoi? C'est ça ton salut. C'est pas accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et aller t'asseoir. Non! Ton salut, c'est de savoir que Jésus est un exemple et que tu peux être comme lui et même être plus que lui. C'est ce que la Bible dit. Il dit que ce que j'ai fait, vous pouvez faire plus que moi. Alors, quand Jésus dit à Nicodème de naître de nouveau, Nicodème dit à Jésus, mais je vais naître de nouveau, je vais commencer par où? Pour naître de nouveau. Non, Jésus lui dit, tu changeras ta façon de penser. Alors nous, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on s'assoit, mais on ne comprend pas la base de la conversation de Jésus et Nicodème, qui est de changer notre façon de penser. My God. On ne peut pas dire que ici nous sommes pauvres, nous ne sommes bien. Le jour où tu es né de nouveau, on dit que tu n'es plus pauvre. Changement de monde, change. Tu es nouveau, tu es tout nouveau. Nadine, ne perdez pas le fil de vos idées. Ne perdez pas le fil de ce que vous avez commencé à dire. Je vous pose cette question, mais pourquoi l'Afrique est dans une tendance régressive? Est-ce que c'est parce qu'elle a seulement accepté de changer et qu'elle s'est assise? Et est-ce que c'est le résultat de pouvoir juste prendre conscience de dire, ok, je ne suis pas pauvre, j'ai une terre tellement richissime et plein de fossiles, de tout ce qui est dans nous, mais c'est parce qu'elle a accepté de dire, ok, j'accepte Jésus, j'accepte de dire que ma terre est riche, mais je m'assois d'abord parce que je suis devenu une nouvelle créature, nouvelle création, mais et qu'elle attend de pouvoir se mouvoir, que le monde extérieur qu'elle peut nourrir vient se nourrir sur sa mamelle. C'est juste parce que c'est cette mentalité-là.
Alors, ici, on va dire que l'Afrique, c'est 54 pays. L'Afrique, c'est pas une maison. L'Afrique, c'est pas, l'Afrique, c'est 54 pays. Alors, si nous allons donc définir l'Afrique comme un être humain, nous allons dire que pour que l'Afrique se développe, c'est une décision personnelle. Alors, j'ai un livre, il est quelque part. Je vais lire quelque chose de très important à quelqu'un. Ne quittez pas, il n'est pas loin de lire. Alors, j'étais partie en Côte d'Ivoire et j'ai fait une conférence et j'ai demandé de me donner les pays, de me citer les pays où il y avait le bonheur mondial. D'accord? Alors, un rapport des Nations Unies a décidé en 2012, 2013, 2015, 2016 de compiler avec une équipe de psychologues, économistes, experts en santé, conseillers en politique publique. Ils ont décidé comme ça de voir dans quel pays dans le monde il y avait le bonheur mondial. Si je vous pose la question tout de suite, de me donner vraiment 5 pays où vous pensez qu'il y a le bonheur mondial. Donnez, essayez comme ça. Essayez de me donner avant que je ne vous donne la liste. Donc, en donnant juste un pays ou deux pays, Oui, bon, voilà, deux, trois, voilà, oui, deux, trois. en Afrique ou en Europe? Je ne décide de nulle part. Je vous dis de donner les pays où vous pensez qu'il y a le bonheur mondial. Moi, je commencerai par mon pays au Gabon. D'accord, fantastique. Je donne le deuxième pays, je donne le Rwanda. D'accord, fantastique. Et le troisième pays, je pense plutôt à ce pays qui est juste à côté de nous, juste parce que je vous ai invité. Ça, c'est le Cameroun. D'accord, fantastique, c'est très bien. Alors, avant de vous donner les pays, je vais vous donner les critères que ces économistes et tous ces gens-là ont utilisés pour donner cette liste-là. Ils disent que le rapport sur le bonheur mondial s'appuie sur les critères suivants. PIB par habitant, aide sociale, espérance de vie en bonne santé, liberté des choix de vie, générosité, perception de la corruption, effet positif, effet négatif. Effet positif, humeur, effet négatif, humeur. D'accord? Le premier pays, c'est la Suisse. Le deuxième, c'est l'Islande. Le troisième, c'est le Danemark. Le quatrième, c'est la Norvège. Le cinquième, c'est le Canada. Le sixième, c'est la Finlande. Le septième, c'est les Pays-Bas. Le huitième, c'est la Suède. Le neuvième, c'est la Nouvelle-Zélande. Le dixième, c'est l'Australie. Le onzième, c'est Israël. Le douzième, c'est Costa Rica. 13, Autriche. 14, Mexique. 15, États-Unis. 16, Brésil. 17, Luxembourg. 18, Irlande. 19, Belgique. 20, Émirats arabes. 21, Royaume-Uni, 22 Oman, 23 Venezuela, 24 Singapour, 25 Panama, 26 Allemagne, 27 Chili, 28 Qatar, 29 France, 30 Argentine. Où est votre pays? Il est pas là. C'est ce que j'ai constaté que même dans les 20 premières, même dans les 10, il y a aucun pays africain. Parce qu'on parle de PIB par, PIB par habitat. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Alors ces gens, quand vous regardez, ce sont des êtres humains qui ont décidé. Ils habitent des pays où les individus ont décidé de développer la richesse. Où les individus ont enlevé la peur. Je lis un livre de Napoléon Hill qui dit que Dieu a donné la pauvreté à certaines personnes parce qu'il voulait que, au travers de la pauvreté, quelqu'un se décarcasse et qu'il dise que je ne veux pas être pauvre. My God. Alors, il faut que nous, les Africains, nous décidions de ne plus dépendre. Vous savez, quand les gens, aujourd'hui, je dis aux femmes, vous dites, organisation de, je fais une charité des mamans veuves. C'est parce que tu es veuve que tu es handicapée.
La veuve est handicapée. La femme a perdu son mari, ça veut dire qu'elle est handicapée. La My femme God. africaine est une héroïne inconnue. La femme africaine vend les beignets pour nourrir ses enfants. La femme africaine n'a pas besoin que quelqu'un se lève, on lui parle de égalité, ceci, égalité, cela. Elle prend son banc, elle se met dehors, elle vend pour nourrir ses enfants. Lorsque nous allons enlever toutes les barrières, toutes les peurs, toutes les hontes, et que nous allons décider de devenir quelqu'un à tous les prix, en regardant la société, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, les gens ont besoin de quoi? Je peux devenir couturière, je vais coudre les habits pour telle catégorie de personnes, je vais devenir coiffeuse, je vais coiffer les femmes leaders qui, elles n'ont pas le temps. Le dimanche, je vais aller chez elles à la maison, je vais travailler, mais regardons la société et trouvons les solutions pour les autres et pour nous-mêmes. Napoléon dit que lorsque nous ne voulons pas devenir riches que d'abord pour nous. Il faut apporter de l'aide. Il faut se lever pour résoudre un problème. C'est quand tu te lèves pour résoudre ce problème-là. Or, notre problème en Afrique, c'est que nous attendons qu'il va venir résoudre notre problème. C'est trop bon ce que vous êtes en train de dire. C'est trop bon. Et les hommes, tout le monde est assis. Il attend qu'il va escroquer. Il attend. Mais nous sommes assis. Nous ne sommes pas dans la mentalité de développer et de résoudre les problèmes. Lorsque vous êtes en diaspora et que vous envoyez l'argent à votre frère en Afrique, il ne sait pas à quelle heure vous vous levez. Il ne sait pas comment vous gagnez cet argent-là. Il ne sait pas comment ça se passe. Et il dilapide la sueur de votre front. Il est sans but, il ne comprend rien. Non. Parce qu'il est dans la mentalité où il attend. Vous voyez, toutes ces ONG-là, toutes ces entreprises mondiales-là qui arrivent, pour qu'on te donne de l'aide, c'est parce qu'on t'a défini, c'est parce qu'on t'a mis dans un cadre. On a dit que tu es. C'est pour ça qu'on t'apporte l'aide pour manger un peu. On t'a défini, on t'a mis dans une box. Que quelqu'un entende ses paroles, que quelqu'un entende ses paroles. Qui aide les pauvres, ONG qui aide les orphelins. Parce que tu es orphelin, tu es handicapé. My God, merci, 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 merci pour pouvoir porter la voix aussi forte que vous pouvez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent le sens de ce qu'on est en train de faire. L'idée, c'est de pouvoir te poser la question, qui es-tu face au monde? Qui es-tu face à ton travail? Qui es-tu face à ta famille? Qui es-tu face à ton problème? Qui es-tu face avant de pouvoir aller demander de l'aide à quelqu'un? Il faut d'abord que tu cherches la solution personnellement, que tu regardes, je dirais, en 3D, si ce n'est en 4 quarts, la façon de pouvoir résoudre ton problème avant de pouvoir dire, je vais d'abord appeler le ministre. Avant de pouvoir dire, comme notre invité est en train de dire, je vais aller d'abord demander à l'ONG. Mais tu es peut-être orphelin, tu es peut-être né, je ne sais pas, infirme. Même les infirmes sont obligés de... Ils sont pas handicapés. Les infirmes vous montrent je perds les mots parce que ça brûle mon intérieur pour pouvoir faire comprendre que nous devons changer notre façon. Nous devons changer notre façon de regarder, nous devons changer notre façon de parler, mais nous devons nous mouvoir de manière intrinsèque. De pouvoir dire intrinsèque, là, c'est d'abord de se regarder à l'intérieur. Mais Nadine... Mais ça demande beaucoup de courage, Aristide, ça demande beaucoup... Mais c'est là, je vous dis, le plus grand démon qui terrasse les êtres humains, c'est ce démon-là qui t'empêche d'aller là-bas. Mais en anglais, on dit, it's a journey. C'est-à-dire que, mais c'est marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. My God. Je vais. C'est marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Là où Dieu a dit que même lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Et nous, on refuse de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Et on préfère dealer avec le fait de pouvoir sacrifier notre identité. Et de pouvoir dire que on est capable, on a toute la richesse, mais on est pauvre.
On a toute la création, mais on est pauvre. Il a dit que tu es riche à tous égards. Oui. Et que tu es prospère et tu jouis de ta prospérité en ta bonne santé. Si tu es en bonne santé, non, c'est pas moi, c'est pas un prêche, ce n'est pas ça. On pose la question et ce qui nous réunit, c'est de savoir que nous parlons de qui es-tu. Oui. Quelle est ton identité? Tu dis que tu fais de la politique pour aider les gens. Tu dis que tu es écrivain parce que tu veux raconter ton histoire. Mais qui es-tu? Tu dis que tu es une ONG et que tu t'occupes de ceux-là qui ont faim. Mais qui es-tu? Mais Aristide, ce que moi j'ai découvert dans mon travail, la plupart des personnes, et moi j'ai été victime, j'étais dedans, mais qui, c'est-à-dire qu'un jour, j'étais à une conférence en France, j'ai dit, mais excusez-moi d'être arrogant, qui pensez-vous que vous êtes? Vous vous levez, vous dites, je vais aller créer ceci en Afrique. Attendez, l'Afrique est là pour vous attendre. L'Afrique n'attend pas vos projets. Sauvez-vous vous-même. Sauvez-vous d'abord avant d'aller sauver quelqu'un. Mais je me suis rendu compte que toutes les fois que quelqu'un crée une ONG par rapport à quelque chose, le besoin est d'abord interne. Le besoin est interne. Le besoin, il est interne. Mais moi, je ne comprends pas. Quand Bill Gates parle de fondation, quand il a fini de gagner son argent, il prend 0%, 0,00 de quelque chose pour mettre là-bas. Toi, tu crées la fondation pour aller demander l'argent aux gens pour réaliser ta fondation. Comment? Sois sérieux. Nadine, donc vous êtes en train de nous dire que nous sommes complètement dans une forme de perdition dans notre identité, dans nos mouvements. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a révolutionné. Vous avez dit, quelqu'un part d'Afrique pour l'Europe, mais n'a pas de plan, Ouais. n'a pas de vision. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous développer ça? La vision, elle ne naît pas parce que vous avez bougé géographiquement. Hein. C'est pour ça qu'on arrive en diaspora, on trouve des gens qui ont 6 maisons, ils ont 8 maisons, quand il fait comme ça, clic, clic, son portail s'ouvre tout seul. Et il y a un autre qui dort encore chez ses amis. Parce que lui, quand il venait, il avait un plan. Mais soyons sérieux, arrêtons de nous mentir, arrêtons de faire semblant et arrêtons de nous endetter, aller en Afrique, donner l'impression aux gens que nous avons l'argent quand on vit en Afrique avec les cartes de crédit ou on vit avec quoi que ce soit. Hello? Arrêtez de mentir aux gens parce que quand nous partons donc en Afrique, les gens, ils nous voient, ils croient qu'il y a quelque chose et ils ont envie de se déplacer. Mais nous qui rentrons en Afrique aujourd'hui, c'est parce que nous sommes venus sans plan. C'est pour ça que nous refaisons le voyage. On repart maintenant. Parce qu'avant, on voulait partir. Et je dis à une femme, je dis à un jeune homme qui m'entend ce soir, ne pars pas. Ne décide pas de partir. Si tu décides de partir, sache pourquoi tu pars. Écris ta vie. Tu es l'ingénieur de ta vie. Tu es le leader de ta vie. Ce soir, j'ai envie de nous parler. Aristide, vous savez, j'ai découvert un monsieur qu'on appelle Joseph Campbell. C'était un historien. Et c'est lui qui parle de toutes les mythologies. Il parle de la chrétienté. Il parle de toutes les mythologies. Et Joseph Campbell dit, oh, le jour où j'ai entendu ça, il dit qu'un adulte n'est pas un enfant. Il dit, décider de devenir adulte. L'enfant, on le réveille le matin. Souvent, on lui dit, va te laver. La plupart du temps, il descend, il va trouver la nourriture au frigidaire. Papa a tout acheté. Ça, c'est l'enfant. L'enfant ne paye pas de loyer. L'enfant n'achète pas ses habits. L'enfant, souvent même, il ne lave pas ses habits. Mais l'adulte paye ses factures. L'adulte paye sa maison. L'adulte a des projets.
Quand l'adulte se lève, il agit. Il arrive quelque part, il paye parce qu'il est adulte, il en a les moyens. Mais aujourd'hui, nous avons des adultes qui sont des enfants. Ils vivent chez des femmes. Les femmes prennent soin d'eux. Tu es un être humain, un homme de 40, 50, 60 ans, 35 ans, 25 ans. Tu es un enfant, on prend soin de toi. Tu n'es pas devenu adulte. Devenir adulte est un processus. Il faut accepter de devenir adulte. Qui suis-je? Je suis un adulte. Je paye mes factures. J'ai un projet. Dans 5 ans, je veux devenir ceci. Dans 2 mois, voilà ce que je veux faire. Ça, c'est l'adulte. Le reste là, si tu n'as pas ces projets-là, tu es un enfant. My God. Parce que toutes les fois que tu vas échouer, tu vas repartir demander de l'aide. L'adulte ne demande pas de l'aide. Qui es-tu? Tu es un enfant ou tu es un adulte? Qui es-tu? Tu es un enfant ou tu es un adulte? My God. Nadine, merci, merci, merci pour cette réponse tranchante, vous savez, pour ceux qui comprennent les mots, ceux qui comprennent la profondeur de ce qu'on est en train de dire. On est obligé de mettre des électrochocs. Nous sommes l'émission La Voix de la Voix. Et nous avons commencé, mon invité a commencé, elle est la porte-voix de ces femmes qu'elle rencontre. Ces femmes qui se mettent, qui ont pris la décision d'être des adultes. Peut-être pour plusieurs personnes. Peut-être même pour plusieurs générations. On est obligé de pouvoir faire ce type d'émission parce que nous prenons nos responsabilités en tant qu'adultes. Et on est obligé d'éveiller les consciences parce que ceux-là qui, elles, devaient prendre conscience de pouvoir élever davantage l'instruction, qui porte ce qu'on appelle des adultes, qui enlèvent des enfants pour devenir des adolescents pour devenir des adultes préparés, ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ou du moins ont perdu le sens même du devoir d'éduquer. Alors nous, on prend nos responsabilités. Nous ne sommes pas des activistes parce que nous voulons être fun d'être activistes. Nous sommes responsables. Nous sommes des adultes. Et la réalité, c'est que nous devons poser la question, qui es-tu? Quelle est ta responsabilité? Quel est le fait de pouvoir te lever le matin et de dire, OK, tu as un plan? Et comment est-ce que tu fais ton plan? Est-ce que ça impacte? Est-ce que ça porte de fruits? Et la raison pour laquelle nous avons invité cette personne qui vous parle aujourd'hui, Nadine, j'ai envie de vous poser la question, quel est votre regard sur les politiques de nos nations? Quel est l'impact que vous, quand vous côtoyez une femme politique, qu'est-ce que vous percevez de cette femme politique qui vend son leadership? Qu'est-ce que vous pensez de qui elle est en tant que professionnelle, en tant que femme conseillère en image, en tant que femme experte dans le fait de pouvoir impacter communautairement parlant? Le leadership au féminin en Afrique aujourd'hui a besoin d'être coaché, a besoin d'être guidé. Parce que quand vous regardez, rarement vous voyez des personnes qu'on a placées dans un ministère, sous un ministère, parce que cette personne a un contact direct avec ce sujet-là. Je prends un sujet vraiment banal, hein, comme le ministère des Affaires sociales, par exemple. Dans mon pays, le Cameroun, il y a eu beaucoup de femmes ministres des Affaires sociales. Mais à peine vous voyez des maternités dans tous les villages, on ne peut pas être ministre des Affaires sociales et ne même pas se rassurer du basique, la naissance. My God. La naissance. Mais comment est-ce qu'on peut représenter un peu? Vous savez,
Ma fille m'a dit quelque chose un jour, elle a 24 ans, parce que quand je parle de ma fille, on a l'impression, non, c'est pas un enfant. Alors, elle me dit, maman, en quoi est-ce que cette femme me représente au Parlement? D'accord? Alors, elle est née britannique, elle est née en Angleterre, et je lui parle d'une femme noire au Parlement britannique, et ma fille me dit, elle ne me représente pas. Et aujourd'hui, je dirais, les ministres, que ce soit femmes, que ce soit qui, ils ne représentent pas le peuple. Ils ne représentent pas aujourd'hui. Nous sommes en train de voir un petit changement dans certains ministères. J'ai vu par exemple au Bénin, le ministère du Commerce est vraiment en train de faire un gros travail autour du consommé local, en organisant des foires, des choses comme ça. Et aussi de l'accompagnement. Mais je dirais que nous avons encore un très gros travail parce que nous sommes encore dans l'administratif, nous sommes dans la théorie, nous ne sommes pas encore dans la pratique. Alors, je vais revenir dans ce que j'ai étudié à l'école et pourquoi est-ce que je peux parler ainsi. J'ai étudié les politiques publiques à Estide. Lorsque vous voyez une commune est définie par sa population. Quand on parle de communauté, c'est is a place and a people. C'est une place, mais c'est aussi un peuple. On a entendu le PIB tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est vrai. Une commune est alors définie par la richesse de cette commune, de sa communauté physique, et qui va transformer sa communauté géographique. D'accord? On voit un maire, on voit un conseiller municipal, d'accord? Qui ne se rassure pas de créer la richesse dans la communauté là où il est. Dans la commune où il est. Lorsque les personnes sont pauvres, mais le quartier est pauvre, mais lui, il commande quoi? Il est dans quoi? Il jouit de beaucoup de choses, il habite dans une très bonne maison, mais sa commune représente quoi? Il ne représente pas les gens de la commune. Puisque lui, il est pauvre, mais les gens de lui, il est riche, les gens de la commune sont pauvres. Mais il représente qui? Si on peut descendre comme ça. Après, nous allons descendre dans les autres quartiers riches et remarquer souvent que les maires qu'on met dans certains quartiers riches sont les fils de riches. C'est leur vie, ils sont là depuis et ils viennent devenir maires dans une commune qui a déjà l'argent pour payer pour leur campagne politique. Les campagnes politiques sont payées par des individus qui après vont être exonérés des taxes de ceci, de cela. C'est une mafia, c'est tout un truc. Alors moi, je cotise pour que tu sois élu. Le moment venu, tu me donnes les marchés. C'est une communauté, c'est une appartenance. Du coup, aujourd'hui, on se place où? Du côté des pauvres ou du côté des décideurs? On n'a pas besoin d'être en politique, mais on a besoin d'être un businessman parce qu'on est businessman, nous avons le pouvoir. On a la liberté. Nous avons le pouvoir de créer de bonnes écoles dans une commune quand on a un homme en business. Nous avons la possibilité d'avoir des parcs pour que les enfants viennent jouer. Moi, je vous dis, je fais BME Women Officer dans le Parti travailliste ici en Angleterre. Dans ma commune, lorsqu'on cogne aux portes pour les prochaines élections, on vous demande, est-ce que vous allez nous construire des meilleurs parcs, des meilleures écoles pour nos enfants? Quand vous venez demander aux gens de voter pour vous, c'est ce qu'ils vous demandent. Vous leur demandez qu'est-ce que vous avez comme besoin, qu'est-ce que vous avez comme ceci, qu'est-ce que vous avez comme cela. Est-ce que nous, lorsque nos hommes politiques en Afrique sont placés, est-ce qu'ils demandent à la communauté leurs besoins? Non. Ils vont cogner aux portes pour leur demander leurs besoins ou alors ils leur donnent la nourriture pour manger à cet instant-là et le mois d'après, ils ne savent pas s'ils ont mangé? Soyons sérieux. C'est fort ce que vous êtes en train de dire, Nadine, parce que particulièrement dans mon pays d'origine,
nous sommes en train de préparer les élections présidentielles. Et j'ai justement une émission demain où on parle de le débat citoyen et je fais venir des politiques pour parler justement de ce qui est de la cité. Et vous êtes en train de parler de politique, vous êtes en train de parler de communauté. La question est très simple et je pose souvent cette question aux gens parce qu'elle se présente aux élections présidentielles, parce que tous les Africains, du moins dans mon pays, veulent devenir président. On va savoir pourquoi. Mais la réalité, c'est que la cité est toujours désastreuse. La situation de la communauté est de pire en pire. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens pensent d'abord à ce qui est intrinsèque avant de penser communautairement. Et ils viennent avec un slogan pour pouvoir dire « on veut changer les choses ». Mais pourtant, ils ont été comptables de ce qui est aujourd'hui. La réalité, c'est qui fonctionne, à qui fais-tu confiance? Et comment est-ce que tu veux faire confiance à une personne or que toi-même, tu ne te fais pas confiance? Il est important de savoir que le leadership dont on parle, on veut savoir que ce qu'on veut changer aujourd'hui, mais ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu évolues. Et Nadine, qu'est-ce que vous pourrez dire à aujourd'hui à un businessman, un entrepreneur, parce que vous conseillez en image, à un politique, de devenir vrai et d'impacter plus qu'il n'est en image, en le préparant. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes-là qui nous regardent ou qui regarderont ce type d'émission? Alors, j'aime bien comment j'ai appris à définir le terme leadership. On est leader tout seul, mais on est leadership avec les autres. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se cache derrière le leadership, on les définit simplement comme celui, banalement, de Martin Luther King. Comment est-ce que Martin Luther King a pu rassembler toutes les races, toutes les couleurs aux États-Unis? Vous savez pourquoi? Parce que il a réussi à convaincre, il a réussi à amener les gens à croire en ce qu'il était en train de dire. Lorsqu'il s'est levé, il avait cette idée tout seul dans sa chambre, il était leader de sa pensée. Mais pour développer un leadership, il faut convaincre les gens. Il faut amener les gens à vous suivre. Tout à l'heure ici, j'ai vu une femme, Yes Elga, qui est la juriste de mon business club. Cette femme m'a suivi sur Facebook pendant que j'étais dans un business. Elle a vu la consistance, la persistance avec laquelle je suis venue. Je n'ai pas eu besoin de lui demander de venir avec moi. Elle est venue vers moi me dire, je veux être dans ton club. Je veux faire ceci. Alors, Aristide, je vais essayer de brancher, mettre un peu de jus. Voilà, très bien. Alors, pour développer un leadership, il faut pouvoir convaincre les gens à vous suivre. Ce n'est pas les amadouer en leur donnant la nourriture. Il faut dire quelque chose à quelqu'un qui amènerait la personne à te suivre, à vous suivre. C'est ça, développer un leadership. Maintenant, chez nous, on nous parle d'élections. On nous parle des personnes qui veulent devenir des présidents demain. C'est bien. Il y a des slogans. Mais c'est quoi la preuve de ce slogan? C'est facile le slogan. Parce que comme nous-mêmes, nous n'avons pas de projet, nous n'avons pas d'ambition, nous allons élire n'importe qui. Vous savez, ceux qui suivent les politiciens, moi je vous prends l'exemple de l'Angleterre, ce que j'ai vu tangiblement, parce que nous vivons
Nous regardons la politique très loin comme quelque chose qu'on ne doit pas toucher. On dirait que la politique est un totem, les Africains ne doivent pas toucher. Et lorsque les Africains touchent à la politique, ils parlent sans comprendre. Il faut comprendre ces choses. C'est une science, il faut la comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui deviennent des businessmen pour accompagner les politiques, ce n'est même pas le politicien qui est fort, c'est ceux qui l'accompagnent qui sont forts. C'est ceux qui payent pour sa campagne qui sont forts. Nous, alors, on doit essayer d'être du côté de ceux qui payent pour que ces gens-là soient là, en leur imposant notre philosophie. Ce que nous voulons de la vie de nos enfants, ce que nous voulons de la société. Aujourd'hui, tout le monde attend que l'État donne le travail. L'État n'a pas de travail. L'État a un poste pour chaque chose. Les hommes et les femmes qui changent la vie de la société sont les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les start-up. Ce sont ces gens-là qui changent parce que regardez tous les enfants qui vont à l'université tous les jours. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Mais les hommes et les femmes qui créent les usines, qui créent les business et qui payent aux politiques de leur faire des exonérations de taxes et de cela, ce sont ces gens-là qui devraient aller demander aux politiciens de développer certaines politiques pour améliorer la vie de la société, comme un plaidoyer. Mais nous n'avons pas cette technique-là. Parce que chacun veut garder le pouvoir pour lui et écraser les autres. Or, nous ne pouvons donc pas faire le bêta-off. Nous ne pouvons donc pas faire une société où nous avons moins de pauvres. Je vous dis que, regardez, si on regarde un peu la politique, on va voir, on va penser que ce que le président Houphouët-Boigny faisait. Pourquoi est-ce que le président Houphouët-Boigny faisait manger ces brigands, ces délinquants-là? D'accord? C'était pour apaiser les tensions sociales. Aujourd'hui, nous n'avons personne pour apaiser les tensions sociales. Les gens ont faim. Et quand ils ont faim, ventre affamé n'a point d'oreille, ils n'entendent pas. Ils vont aller agresser, ils vont aller voler, ils vont aller ceci, ils vont aller cela. Il faut créer de l'emploi. Il faut donner des opportunités aux gens. Les gens vont à l'école, ils ont des business, ils ont des idées, mais il n'y a pas de facilité. Parce que les gens ferment. Je ne sais pas, c'est la voix de la voix. Aujourd'hui, il faut parler. Si ce que je vais dire aujourd'hui va peut-être aider quelqu'un. Vous voyez un monsieur en diaspora qui décide de faire partir certains produits en Afrique pour les vendre, développer un business. Il arrive là-bas, la douane ferme, on lui demande l'argent, mais il est venu apporter le changement au pays. Mais vous lui demandez des choses extraordinaires. Mais comment la diaspora est l'espoir de l'Afrique? Nous qui sommes partis, qui sont en train de revenir aujourd'hui. Parce que ceux qui sont en Afrique, ceux qui veulent aller au pouvoir en Afrique aujourd'hui, doivent étudier les politiques publiques. Ils doivent comprendre comment un État fonctionne. C'est un fonctionnement. Le gouvernement central donne l'argent à la communauté. Lorsque le gouvernement central n'a donc pas l'argent pour donner aux communes, la commune doit fabriquer son argent pour se payer leurs besoins. Je n'aurais pas su ça si je n'étais pas arrivé là-bas. Lorsque nous avons un gouvernement conservateur en Angleterre qui coupe dans ma commune, c'est parce que j'étais dedans que j'ai vu qu'ils ont augmenté les taxes parce qu'ils voulaient que le département de l'éducation de l'enfant ait de l'argent que le gouvernement central n'a pas donné cette année-là. Donc, il a fallu que la commune crée ça. Mais nous, comment est-ce que nous pouvons travailler de sorte que les mamans accouchent dans les conditions, dans de bonnes conditions? Comment est-ce qu'un ministère, s'il n'a donc pas l'argent de l'État
Comment est-ce que la commune dans laquelle il y a cet hôpital-là peut régénérer de l'argent? Je nous appelle, c'est un cri, nous de la diaspora. Si tu es d'un quartier, je ne connais pas les quartiers du Gabon. Je connais certains du Cameroun, je connais certains d'Abidjan, je connais certains de Cotonou. Levons-nous et allons tous construire un hôpital dans chacun de nos quartiers pour que les prochaines mamans accouchent des enfants intelligents. Parce que même la naissance de quelqu'un définit qui il sera demain. Yeah, yeah. Merci beaucoup Nadine, parce que le temps file à une vitesse grand V. Et ce n'est pas la première fois et c'est pas la dernière. C'est la première fois et c'est pas la dernière fois. Je voulais dire tantôt que vous venez nous voir. On a pris contact. On est dans une communauté. Nous avons une vision commune. Nous avons envie de marquer les consciences et d'impacter ces consciences avec des faits réels. Cela commence peut-être par l'intellect. On marquera les choses par action, et c'est déjà en vous recevant ce soir sur la voie de la voix. J'ai vraiment envie de vous demander quel serait votre mot de fin suite à notre échange, et particulièrement avec cette question de qui es-tu face au monde? Mon mot de fin m'aiderait peut-être à répondre à la question en tant que consultante à l'image. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil aux leaders, aux entrepreneurs? J'ai créé une méthode qu'on appelle la méthode TAED. TAED, c'est en anglais. Ça s'appelle Think, Act, Eat and Dress. Cette méthode, je l'ai créée parce que je me suis rendu compte que l'être humain est sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de manger et sa façon de s'habiller. Nous avons 3 cerveaux, le cerveau cognitif, le cerveau cœur, le cerveau ventre. Il va falloir qu'aujourd'hui, qu'on puisse penser avec notre cerveau cœur, l'intellect, quels sont les problèmes que nous pouvons régler. Que notre cœur, qui est un cerveau, réagisse avec amour. Que notre cerveau ventre, qui garde les colères et les rancunes, soit allégé. Je dis souvent dans mon business, je désencombre ton cerveau, ton cœur, ton ventre afin de t'habiller pour le succès. My God. Nous partons dans le leadership avec une tête remplie, avec un cœur meurtri et avec un ventre qui a faim. Que le leadership aujourd'hui en Afrique et en diaspora, leadership présent, leadership potentiel, qu'ils partent avec un cerveau désencombré, un cœur vidé de toute haine et de toute colère et un ventre qui a moins faim. Mangeons ce que nous avons, comme le papillon, comme la chenille, sur l'arbre, il mange les feuilles vertes. Lorsqu'il deviendra donc le papillon, qui se débarrassera de sa carapace, qui est toutes les haines, toutes les barrières, toutes les je ne peux pas, je ne suis pas, quand il va se débarrasser de tout ça, il pourra sortir de sa carapace, se poser, ouvrir ses ailes, et le vent de la prospérité le poussera. Oh my God. C'est ce que je souhaite à quelqu'un ce soir. My God. Merci beaucoup. Pour devenir ces moments de fin, débarrassons-nous de tout ce que nous avons emmagasiné ici, là et là, afin de nous habiller pour le succès. Merci. Merci beaucoup Nadine. Je ne manquerai pas de me désencombrer et de remplir mon cœur de tout amour. Parce que le fait de venir parler, vous êtes une experte et votre temps est compté. Vous avez accepté de nous donner de votre temps, parce que si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas la passion, si vous n'avez pas le cœur libre de pouvoir habiller quelqu'un de ce qui le pèse et dans le cœur comme dans son ventre affamé, je n'ai pas d'autre mot que vous dire merci. Merci avec amour, merci avec cœur, merci pour l'amour que vous portez pour l'Afrique, parce que vous êtes réorganisé à regarder plutôt l'Afrique
différemment et dire, moi, je peux apporter quelque chose. Je peux apporter quelque chose pour une femme, je peux apporter quelque chose pour un homme. Je suis une experte, mais malgré l'expertise que j'ai, je veux donner. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, en tant que la voix de la voix, nous avons porté notre regard sur vous. Sachez que vous êtes une experte intéressante pour nous. Et nous ne manquerons pas. Pas simplement parce qu'il y a la gratuité, mais bien au contraire. Parce que nous voulons habiller quelqu'un de cette expertise. Nous voulons permettre que cette expertise marque et porte des fruits comme ce verre qui est devenu un papillon dont vous avez parlé. Merci du fond du cœur et que quelqu'un entende ces paroles et que ces paroles germent dans vous et vous produisent des fruits dans la terre qui est la vôtre. Merci encore. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bye. Bye. Au revoir. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Merci.